Oui, bonjour, la communauté de Co-Critique, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de design de ville. Dans une partie de jeu de rôle, comme dans D&D par exemple, il est commun pour vos personnages de passer d'un lieu sauvage à une ville ou un village ou vice-versa. Les villes peuvent avoir un rôle bien spécifique pour le cadre complet d'une campagne, comme par exemple Waterdeep Heist pour la 5e édition. La ville fournit en marchandises, en options de mission, en quête complète, elle peut servir comme point de départ à une aventure ou même à sa conclusion. Ça me fait penser par exemple à One Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu qui se déroule dans la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux et depuis lequel le voyage est l'aventure. Le voyage est l'aventure et cette aventure débute dans un lieu et se conclut dans un autre, un lieu habité, sécuritaire, souvent une ville ou un village. Une ville a donc besoin de certaines quantités de détails, cette quantité va vraiment dépendre de l'importance de la ville dans la campagne actuelle, qui vont permettre de l'individualiser, de la rendre significative et mémorable pour les personnages qui vont la visiter ou la traverser. Ainsi, je vous présente quelques petits points à prendre en compte lors de la construction et la description de vos villes. Point numéro 1, pourquoi est-ce que la ville est à cet endroit précis? Une ville doit avoir un peu une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'elle se situe là? Bien sûr, habituellement, ça va être un regroupement de fermiers qui va vouloir tout simplement être ensemble pour une question de sécurité, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Est-ce que la ville est un point de défense? Est-ce qu'elle se situe à un endroit assez frontalier et représente un peu la première ligne de front en cas d'une attaque ennemie provenance d'une autre région? Est-ce que c'est l'exploitation d'une ressource rare qui fait en sorte que cette ville existe à cet endroit-là précisément? Est-ce que c'est une mine ou un produit premier utile et nécessaire? Peut-être que c'est une sorte de plante qui peut difficilement pousser ailleurs, ou les riches gisements de minéraux que les mineurs et les mineuses vont dans le fond creuser depuis les profondeurs de la Terre. Peut-être que c'est la religion. Si c'est un thème que vous mettez dans vos parties, les manifestations des dieux ou d'autres miracles qui peuvent en fond apparaître à un endroit précis et cet endroit-là est devenu avec le temps un agglomérat de gens qui ont construit une ville, un lieu de retraite, un lieu construit pour un endroit saint comme un temple peut-être, ou peut-être même que ça fait partie du mystère de la ville elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle était cet endroit? Pourquoi est-ce qu'elle existe? La raison s'est peut-être perdue avec les années alors qu'il n'y a aucune logique à ce que la ville se trouve à cet endroit-là vraiment précisément. Numéro 2, justement, à quel endroit se trouve cette ville? Est-ce que, par rapport à sa topographie, est-ce qu'elle est au sommet d'un cap rocheux? Est-ce qu'elle est au creux d'une vallée, au croisement de deux gigantesques champs? Une ville peut s'étendre sur plusieurs îles. Admettons que vous preniez quelque chose qui vous fait penser à l'Océanie, ou est-ce que c'est une succession de petites îles, mais elles font tous partie de la même communauté? Est-ce qu'elle sépare une rivière en deux? Est-ce qu'elle se retrouve de chaque côté de la rivière? Est-ce que vous devez, dans le fond, suivre un chemin escarpé le long d'une montagne en pic pour atteindre une petite ville isolée? Souvent, l'endroit où va se trouver la ville peut avoir justement un lien avec pourquoi est-ce que la ville se situe à cet endroit précis. Souvent, une ville de grande importance va être située près d'une rivière puisque le commerce demeure quelque chose d'assez, on va dire, central au bon fonctionnement des habitants de la ville. Une ville ne va pas se résumer uniquement à ses bâtiments et les gens qui l'habitent, elle va aussi faire partie du paysage. Numéro 3, quelle est sa taille? Le point 3, quelle est sa taille? Est-ce qu'il s'agit d'un village ou d'une ville? Et souvent, cette question va permettre de définir justement les ressources que les joueurs peuvent trouver, alors que le plus souvent, les grandes cités apportent sa pluralité de marchands et de possibilités. Ça se peut que si vos personnages arrivent dans un petit village, eh bien, ils n'ont pas tant accès à des soins provenant d'un marchand qui vendrait des potions ou même un temple avec des prêtres qui pourraient les soigner. Ça reste à vous de voir c'est quoi la limite et qu'est-ce que vous considérez comme raisonnable selon la situation, mais c'est logique de se dire que plus la ville elle est grande et plus il y a de possibilités à l'intérieur de celle-ci et plus il y a de commerce et on va dire de découvertes à avoir. Numéro 4, comment l'histoire a façonné la ville? Les villes ne sont pas figées dans le temps. Elles peuvent grossir, s'effondrer, vivre de grands changements internes, alors que vos personnages vont arriver dans un petit village, peut-être qu'ils vont découvrir qu'il y a des restes de grandes maisons de nobles ou de châteaux qui laissent sous-entendre qu'autrefois, il y avait une époque glorieuse, mais que suite à un crash économique ou suite à une guerre, eh bien, la ville s'est effondrée sur elle-même et que maintenant, aujourd'hui, c'est seulement quelques bourgs et des maisons construites en purin. C'est pour simplement montrer que la ville a une histoire. Elle a quelque chose, elle a une profondeur. Elle n'est pas simplement... elle n'existe pas uniquement dans le temps présent. Il y a eu des choses par le passé, mais tout de même, je veux dire, dites-vous que
un petit village situé en montagne, perdu entre deux collines, qui est resté seul et qui n'attire pas vraiment l'attention externe, peut ne pas avoir bougé ou ne pas avoir vécu de grands troubles dans son histoire durant plusieurs centaines d'années. Ça reste vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, mais si plus la ville est gigantesque, plus elle risque d'avoir une histoire quand même assez mémorable et qui peut paraître sur ses murs ou même au travers de ses habitants. Point numéro 5, quel est son nom? Bien, pour faire référence au point précédent, votre ville ou village a besoin d'un nom et souvent un nom qui peut refléter un aspect spécifique de l'histoire de la ville. Si les joueurs peuvent identifier la signification du nom, ça va aider à rendre la ville mémorable. Une ville peut avoir plusieurs noms ou même un surnom selon, on dirait justement, son histoire, selon les personnes qui l'ont possédée et selon aussi sa réputation. Si, mettons, votre ville se nomme Grande Voile, bien peut-être que son surnom est le Joyau du Sud, parce que c'est une des plus belles villes dans les environs. Le nom est aussi une bonne manière, je trouve, pour permettre aux joueurs, comme aux personnages, de se rappeler de l'identité de la ville. Et là, c'est très, très, très personnel, ce que je vais dire. J'ai une nette préférence, en mon sens, pour les villes et les villages qui ont un nom depuis lequel on comprend la signification en le mentionnant, en le disant verbalement. Appeler une ville Pont-Vert, appeler une ville Roue des Roses ou Semble Locuste, ça permet une meilleure appropriation, je trouve. Une fusion de deux mots qui se collent ça colle plus facilement dans l'esprit, et que si la ville se nomme, par exemple, la Gablon d'Or ou Robin Bintel. Mais Robin Bintel, mais ça c'est vraiment moi, mais plus facilement, ça me permet de m'approprier plus facilement le tout, quoique Robin Bintel, ça me fait penser à genre Robin Bretel, ça me fait vraiment rire comme nom. Je pense que mes prochains personnages vont s'appeler Robin Bretel. Numéro 6, qui habite la ville? Ben, c'est quand même logique de se dire que ça va être les locaux, dans le sens que les personnages, s'ils se déplacent en périphérie de la ville avant de rentrer dans celle-ci, les gens qu'ils vont rencontrer, ça va être sensiblement le même type de profil que les personnes qu'ils ont côtoyées à l'extérieur, mais pas uniquement. Et c'est là que ça peut être intéressant parce que, comme dans la vraie vie, il peut y avoir des déplacements, de regroupements, des communautés qui viennent ainsi s'implanter à l'intérieur des murs pour diverses raisons, que ce soit commercial, que ce soit par sécurité, et l'ajout une ou de ces plusieurs communautés, qu'elles soient religieuses ou que ça peut être une différente espèce, par exemple 200 alflins qui viennent aménager à l'intérieur d'une ville de 1200 habitants, ça va paraître, eh bien ça permet de soulever en fait plusieurs questions qui vont rendre le tout encore plus vivant. Comment est-ce que les habitants s'entendent avec ces nouveaux arrivants? Est-ce que ça crée des opportunités commerciales différentes? Est-ce que ça vient donner des nouvelles habitudes de vie ou même des nouvelles, on va dire une nouvelle coutume ou une nouvelle culture? Et un autre point que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que les personnages qui arrivent à cet endroit, ils peuvent ne pas savoir ou comprendre la situation sociale en place, ce qui peut occasionner des moments intéressants d'échange et de confusion, alors qu'ils vont peut-être faire des faux pas ou prendre entente avec des individus qui ne sont pas nécessairement bien vus par d'autres personnes ou un autre segment de la population. Ça peut créer une certaine tension, bien sûr, tout en essayant d'éviter, on va dire, certaines problématiques réelles qui pourraient rendre mal à l'aise des joueurs ou des joueuses autour de la table. On s'entend, c'est un jeu, on est là pour le plaisir. Numéro 7, les lieux importants dans la ville. Une ville, c'est pas uniquement une succession d'habitations que les joueurs, ou même 12 habitations puis une auberge. Elle possède ses commerces, ses lieux intéressants, ses richesses culturelles. Si vous avez déjà convenu que la ville possède un réseau commercial important, pourquoi ne pas inclure un quartier commercial depuis lequel les marchands font compétition pour les meilleurs prix? La ville peut être reconnue comme étant la maison mère d'un regroupement de célèbres aventuriers et quiconque désire entrer dans cette troupe doit aller visiter la baraque principale. Peut-être même que la ville possède une anomalie ou un objet précis qui a toujours été là, mais que personne ne comprend réellement. Comme par exemple, on va dire un objet céleste qui est tombé du ciel et autour duquel s'est construite la ville. Ces lieux sont en quelque sorte ce que vos joueurs, selon moi, vos personnages, vont vouloir visiter et ou voir lorsqu'ils ne seront pas en train de magasiner ou en train de boire à l'auberge. C'est un peu les espèces de... on va dire les espèces de les petits points précis sur une carte qui va peut-être les mener vers des quêtes secondaires ou des aventures inattendues. Numéro 8, le bouillonnement externe. Comme je l'ai mentionné,
l'endroit où se situe la ville peut être important, la géographie, la topographie peut être prise en compte, mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est la ramification des événements extérieurs à la ville. Comment est-ce que le grand monde, parce qu'on s'entend, la ville demeure un point précis, mais il se passe plein de choses autour d'elle, comment est-ce que ces événements-là, comment ces grandes puissances-là viennent influencer le quotidien de la ville? Si votre aventure met en place, par exemple, des grandes puissances qui se font la guerre, il y a de bonnes chances qu'il existe des répercussions sur la population. Peut-être que la ville est remplie de personnes qui ont fui la guerre et qui tentent maintenant de se reconstruire une vie plutôt. Peut-être que la ville ne possède plus assez de réserves de nourriture parce que justement les tensions politiques ou commerciales font en sorte qu'il y a moins de ressourcement. Peut-être qu'il y a une demande croissante parce que la population est de plus en plus grande. La prise en compte de ces facteurs extérieurs qui influencent la ville va la rendre encore plus vivante et plus réactive au monde qui l'entoure, ce qui permet, selon moi, de permettre aux joueurs de mieux s'immerser dans l'histoire et de vraiment avoir l'impression qu'ils sont dans un grand monde qui est en mouvement et que tout ne tourne pas nécessairement autour d'eux. Numéro 9, le bouillonnement interne. Bien sûr, tout ce qui se déroule à l'intérieur des murs. Est-ce qu'il y a des troubles civils qui sont causés par le fait que la personne à la tête de la ville est un tyran qui n'est pas apprécié? Peut-être qu'il y a eu récemment un coup d'éclat, faisant en sorte que justement il y a une certaine tension qui se fait entre différentes classes dans la société de la ville. Peut-être qu'il n'y a pas justement assez de nourriture, faisant en sorte qu'il y a maintenant une contrebande de bouffe la nuit, alors que des gens vont aller se visiter entre eux pour pouvoir se vendre une miche de pain à un prix complètement faramineux. Peut-être qu'à raison de la pénurie de nourriture, il y a des guildes qui deviennent de plus en plus audacieuses et qui vont tenter de faire des méfaits dans des villes avoisinantes ou des villages avoisinants ou même commettre des crimes pour simplement voler de la nourriture, alors qu'autrefois, ils focusaient sur des objets brillants et de l'or. Une fois que vous avez déterminé, en fait, tu sais, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les événements externes et les événements internes vont s'entre-influencer et ça se fait quand même de manière naturelle. À partir du moment où est-ce que vous définissez exemple, quelque chose à l'externe, mettons une guerre ou un grand bouleversement, bien c'est logique de se dire qu'est-ce que ce grand bouleversement-là peut avoir comme effet à l'intérieur et vice-versa. Est-ce qu'il y a des événements internes qui peuvent venir causer des choses à l'externe? Bien, si on prend l'exemple de la guilde, c'est exemple, il n'y a plus assez de nourriture dans la ville, mais que la guilde possède son château-mère, ou du moins sa base principale à l'intérieur de la ville en question, eh bien c'est fort possible qu'ils vont faire des sorties à l'extérieur la nuit venue, ou peut-être même des espèces de petites missions de guérilla dans les villages voisins pour voler des nourritures, et ça fait de la cause à effet d'un côté comme de l'autre. Donc, bouillonnement interne et bouillonnement externe. Et finalement, mon numéro 10, concevoir une base pour construire votre ville par la suite. Et là, ça c'est très cool, j'avais vu ça en ligne. À la base, ça s'appelait du Dicing Dungeon, pour pouvoir concevoir un donjon avec l'aide de quelques outils bien simples. Mais j'ai aussi vu des gens qui le faisaient avec on va dire Dicing the City, où est-ce que construire une ville avec quelques outils bien simples. Vous allez avoir besoin en fait des feuilles de papier, des stylos, des crayons et bien sûr un paquet de dés. L'étape 1, c'est vous choisissez un nombre de dés. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre, n'importe quel type de dés. C'est vraiment vous qui décidez. Pour une ville, on va dire un peu plus grosse, je conseillerais de peut-être prendre des dés un peu plus importants, du moins de la base du D4 à un D20 par exemple. Pour une petite ville ou un petit village, peut-être vous focussez seulement avec des D4 et des D6. Ensuite, vous créez une forme. En fait, vous prenez tous les dés que vous avez, vous les lancez sur une feuille. Ils vont atterrir de différents endroits à différents moments, et vous délimitez, en fait, l'endroit où ont atterri les dés, faisant ainsi la délimitation de votre ville. En fond, l'extrémité des dés les plus loin de chaque côté peut former, exemple, une espèce de rond un peu dégueulasse, mais ça va vous donner un peu l'effet de votre ville finale. Et ensuite, vous calculez la population. Vous additionnez la valeur totale de tous les dés, vous multipliez ce chiffre par 1000, et c'est la population de votre village, de votre ville, de votre cité. Vous pouvez prendre en note ensuite le chiffre. Et là, le bout que ça devient intéressant, la prochaine étape, c'est que les résultats sur les différents dés vont représenter en fait des points d'intérêt. Vous allez devoir définir déjà à la base une table qui va représenter... Ça fait quelques vidéos que je fais sur les tables, je me rends compte que je pense que j'aime ça. Vous allez définir des points d'intérêt
sur une échelle qui va de 1 à 20, par exemple. Et ces points d'intérêt peuvent être, par exemple, un marché, une taverne, un temple, ça peut être un manoir, peut-être une guilde d'aventuriers, ou une porte d'entrée pour les souterrains, ou même une quête précise. Mettons, vous vous dites, OK, si on pogne 17, si j'ai 17 sur un dé, bien c'est vraiment comme un début de quête, une quête secondaire que les joueurs peuvent avoir, et peut-être même que 20, eh bien, c'est un château. Et là, le fait, c'est que vous prenez en considération les résultats qui sont mentionnés sur les différents dés, et vous les, on va dire en anglais, pinpointer. Vous allez les noter sur la carte en question de la délimitation de votre ville, et ça va vous donner un peu l'endroit où est situé ces différents points d'intérêt sur la cité ou votre village ou votre ville. Et rendu là, ben, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. C'est sûr que si vous considérez qu'il y a certaines choses qui sont complètement illogiques, ben, vous pouvez l'ignorer. Ça, mettons, vous vous dites, voyons, j'ai comme 4 châteaux un à côté de l'autre parce que j'ai pogné 4 vins. Ça marche pas vraiment. Rendu là, c'est vous qui décidez. Mais ça vous permet d'avoir une base sur laquelle construire et essayer de, par la suite, on va dire, bâtir un peu là-dessus en essayant de respecter ce que vous avez lancé. Peut-être même aussi que vous pouvez utiliser, moi c'est une des techniques que j'utilise très souvent quand la conception de villes, d'endroits ou même de choses externes, on va dire la création d'un monde, c'est de demander aux joueurs, aux personnages, aux joueurs de définir des rumeurs concernant l'endroit en question. Est-ce que définir exemple 2 ou 3 rumeurs chaque personne? Est-ce que la ville... il semblerait que la ville est assiégée. Il paraît qu'il y a des gigantesques crocodiles qui habitent dans les souterrains de la ville, dans les égouts de la ville. Il semblerait qu'il y a une guilde, on va dire, d'acrobates professionnels qui engagent présentement. Oh, j'ai entendu dire que le suzerain de la ville, de la cité, eh bien, c'est un vampire éternel qui décide, en fait, d'avoir des taxes avec le sang de ses habitants. Fait que c'est un peu à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Vous proposez aux joueurs de créer des rumeurs, mais les rumeurs, c'est ça qui est beau avec ça, c'est que ça demeure des rumeurs. Ainsi, vous pouvez les changer ou les modifier un peu à votre guise, mais lorsqu'ils vont apparaître en jeu, c'est des rumeurs que les personnages ont peut-être déjà entendues, et vous allez pouvoir, en fait, les faire apparaître telles quelles ou les changer selon votre besoin. Et les joueurs vont le savoir et les personnages aussi vont faire « Ah oui, ça c'est cool, c'est ma rumeur que j'ai inventée. » Mais finalement, c'est pas des gros crocodiles qui vivent dans les égouts, c'est des alligators. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas pour la changer pour de vrai, mais c'est pas des crocodiles, c'est des gigantesques rats, gros comme des crocodiles. Voyez-vous, comme une petite twist juste pour mentionner que c'est pas spécifiquement ce que la personne avait entendu parce que c'est des oui-dire. Ça demeure des oui-dire. Fait que, hey, ça ressemble un peu à ça. 10 choses à penser pour la conception de votre ville ou village ou cité, avec bien sûr le 10e qui est comme un peu la création d'une base si vous voulez tenter l'expérience. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup être vraiment, on va dire, pas nécessairement contrôlant, mais avoir le gros bout du bâton et de ne pas se faire décider par le hasard comment est-ce que la conception peut se faire. Mais si ça vous intéresse, c'est une manière bien simple de débuter une ville pour ensuite construire par-dessus avec un début d'inspiration en venant de ces résultats au hasard qui ont été lancés sur les dés. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Si ce n'est pas fait, ce serait cool pour vrai. Petit abonnement, j'aimerais ça. Ça me permettrait de mettre du pain sur la table le soir. Non, c'est pas vrai. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.